Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou. C'est Jennifer qui vous présente l'émission mensuelle La Voix de la Création. Cette émission est spécialisée pour présenter des artisans d'art. L'objectif est de vous immerger dans le monde des artisans d'art, de connaître leur quotidien, leurs produits, leurs combats et de vous sensibiliser à la qualité des produits. L'émission précédente, nous avions reçu Virginie Frémont qui est relieuse de livres et qui vous a expliqué son métier. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez aller sur le site internet de Radio Vissou pour écouter le podcast ou aller sur YouTube sur la chaîne de Radio Vissou. Aujourd'hui, nous recevons une artisane mosaïste et céramiste qui a créé son entreprise Le Petit Atelier d'Isa. Pour rappel, la mosaïque comme la céramique sont reconnues comme un artisanat d'art listé sur la liste des instituts des savoir-faire. Si vous voulez savoir plus la liste des métiers d'art, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de l'Institut des savoir-faire. Bonjour Isabelle. Ça va pas mal et toi? Ça va. T'es prête à nous raconter un petit peu tous tes secrets? Tous mes secrets, je sais pas, j'espère ne pas en oublier en tout cas. En tout cas, ton métier, ouais. Qui est très intéressant. On va voir que tu as une petite particularité au niveau de la mosaïque, c'est très intéressant. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, donc je suis Isabelle Abraham, j'ai bientôt 60 ans et j'ai créé mon entreprise en 2012. Voilà, Le Petit Atelier d'Isa, par passion. Et le nom vient d'où? Alors le nom, c'est quand j'ai commencé à faire un peu de mosaïque à la maison, j'avais pas d'atelier, je faisais ça dans ma salle à manger et mon atelier, on va dire, c'était ma table de salle à manger et une grosse boîte de rangement. Donc c'était un petit atelier. Un petit atelier d'Isa qui était en plein milieu du salon. C'est ça. Et donc le nom est resté, alors au départ c'était un blog pour partager avec mes amis et puis quand j'ai créé l'entreprise, j'ai cherché un autre nom et là on m'a dit mais pourquoi tu gardes pas le même quoi? Oui, on te connaît sous ce nom-là donc... Tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours? Pourquoi le choix de la céramique? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans ce choix-là? Alors la céramique, c'est venu bien après la mosaïque. En fait, j'ai commencé la mosaïque aux alentours de 2007 dans un atelier de loisirs créatifs. Je suis tombée dedans, j'ai adoré et la céramique, c'est venu bien après, aux alentours de 2016-2017. La rencontre d'une céramiste, donc d'une potière, et qui a ouvert son atelier à Hyères et donc qui m'a proposé de découvrir. Donc j'ai mis les mains dans la terre avec elle, autour. Je suis pas douée du tout autour. Et puis après, elle m'a fait faire des assiettes par estampage. Alors c'est-à-dire qu'on prend la terre et puis on la met dans un moule. Et j'ai adoré ce contact avec la terre qui me changeait complètement de la mosaïque. La mosaïque, ce sont des matériaux durs, du verre, de l'ardoise, du marbre. C'est dur, c'est brutal, il faut les casser les matériaux pour les assembler ensuite. Et la terre, c'est complètement l'opposé, quoi. C'est doux, c'est souple, c'est malléable. C'est très agréable, c'est sensuel à travailler, mais alors complètement l'opposé. J'ai adoré. Ça rend la peau douce, les mains? Pas trop? À force d'être mouillé, on finit par avoir la peau sèche quand même. Là, c'est plutôt le contraire. Ouais. Parce que ça se travaille avec la terre, elle est humide, elle est argileuse, donc quand ça sèche tout ça, ça abîme les mains quand même. Donc toi, tu as vraiment voulu allier les deux, hein, c'est-à-dire la mosaïque et la céramique, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai vraiment adoré le contact de la terre et je me suis dit il faut que j'arrive à associer les deux. Donc Virginie, qui était la potière en question, m'a suggéré de faire des sculptures que j'aurais pu recouvrir de mosaïque, mais alors ça me parlait pas du tout ce truc-là. Et vraiment, ça m'attirait pas du tout. Et donc du coup, j'ai pas du tout cherché dans ce domaine-là, et j'ai plutôt pris le temps de la réflexion. Et un jour, j'ai eu un flash en voyant des éliges marocaines. En fait, les éliges marocaines, ce sont les mosaïques qu'on voit sur les tables. Souvent, on voit ça soit dans les magasins dits d'artisanat en France, ou alors dans les souks. On voit des tables avec des mosaïques très géométriques.
des triangles, des losanges et même des sols. Et les mosquées aussi sont décorées de zéliche comme ça. Et ils ont une façon de travailler. En fait, ils fabriquent les carreaux et ensuite, une fois que les carreaux sont durs et cuits, donc, et ils les cassent avec une sorte de petit marteau. Et moi, c'était une méthode de travail qui me convenait pas du tout parce que j'aime les courbes, j'aime les choses fluides. Et donc, pour moi, il était impossible de pratiquer de cette façon-là. Et du coup, j'ai cherché un moyen de détourner leur mode de fabrication. Donc maintenant, je fabrique mes pièces dans la terre crue. Je vais faire l'inverse de ce qu'ils font. La terre, quand elle est malléable, souple, crue, à l'état argileux, moi, je vais la découper à ce moment-là et je peux lui donner les formes que j'ai envie. D'accord. Donc, ça peut être des courbes, ça peut être des formes géométriques, mais ça peut être aussi des choses très fluides, des courbes qui s'imbriquent les unes dans les autres et ce que j'aurais pas pu faire en utilisant leur méthode de fabrication à eux. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu as cherché ensuite à allier les deux, mais à ta manière. Ouais. Donc, j'ai deux façons de travailler différentes. Soit je crée un motif que je vais reproduire dans la terre, et ce motif, donc les pièces, je vais les découper, et je vais reproduire ensuite ma mosaïque. Elle va se recomposer sur le motif initial que j'ai imaginé, donc ça va être sous une forme de puzzle. J'ai pas la possibilité, une fois que les pièces sont cuites, de faire autre chose que le dessin que j'ai imaginé. Et sinon, j'ai une autre façon de travailler. Je vais découper plein de petites pièces. Et ces petites pièces, je vais ensuite, une fois qu'elles seront cuites, bien dures, je vais pouvoir les assembler comme j'ai envie. Oui, parce qu'on va revenir un petit peu sur le thème de mosaïque. Ce que j'ai appris avec toi, c'est qu'on peut vraiment assembler n'importe quel matériau. Hein. C'est oui, ça. Oui. C'est-à-dire du verre, de la... Alors, moi, mes matériaux de prédilection, c'était surtout le verre artisanal Albertini, que beaucoup de mosaïstes connaissent. C'est un verre qui est magique parce que il est assez épais. C'est le grand-père, Monsieur Albertini, qui a ramené les techniques de fabrication en France. L'entreprise se trouve à Montigny-les-Cormeilles, pour les curieux. C'est vraiment à voir. Ce sont des gens qui sont adorables. C'est une entreprise familiale. Ils fabriquent des émaux de verre qui sont assez épais, qui doivent faire à peu près 5 mm d'épaisseur et des carrés de 8 sur 8. Et moi, ce que je trouve intéressant dans leurs matériaux, c'est c'est de les travailler dans la tranche. Donc, en fait, moi, je coupais cette plaquette de verre et en plusieurs morceaux, et ensuite, je les posais non pas à plat, à l'horizontale, mais je les mettais à la verticale. Et là, ça révèle toute une lumière, un éclat dans le verre, et on voit quand les pigments n'ont pas pris tous de la même façon. Au niveau de la couleur, il y a des reflets, des effets, il y a du orange. Ma plaquette orange, elle vire un petit peu sur le transparent parce que justement les pigments orange n'ont pas pris comme en intégralité sur toute la plaquette de façon uniforme. Et moi, j'adore ce verre. Il est magnifique. Donc moi, je travaillais ce verre-là que j'associais avec de l'ardoise, avec du marbre. Et voilà, moi j'utilisais ces matériaux-là, mais on peut aussi utiliser des graviers qu'on va récupérer sur une plage, des coquillages, du bois flotté, ou on se balade en forêt, on récupère, je sais pas moi, des marrons par exemple. Et avec des marrons, tu fais une mosaïque, on peut créer, oui, on peut créer une mosaïque avec les matériaux qu'on a, et donc on peut tout imaginer. Avec des capsules de bière, si on en a envie, avec des morceaux de bouchons aussi. J'ai vu quelqu'un faire un dessous de plat. Il avait récupéré plein de bouchons de vin qu'il avait coupé en petites tranches et il s'était fait un dessous de plat. Et ça s'appelle vraiment la mosaïque, c'est vraiment le terme. C'est une forme de mosaïque. C'est une forme de mosaïque. Ouais. La mosaïque, en fait, c'est alors le texte dit que c'est un art décoratif où on utilise des fragments alors, initialement de pierres colorées, d'émaux, de verre, mais en fait, les fragments, on peut utiliser des fragments de tout, finalement. De céramique cassée,
On a des assiettes, il y a des gens qui travaillent le pique-assiette. Il y a une maison qui est décorée complètement en pique-assiette à Chartres. C'est Monsieur Pique-Assiette d'ailleurs, c'était sa maison. Et on prend de la vaisselle, on casse la vaisselle et on utilise les décors qui sont sur la vaisselle et ensuite on crée une mosaïque avec ces morceaux-là, par exemple. D'accord. Pour casser, que ce soit la vaisselle ou autre, donc c'est une petite pince, hein, c'est ça? Alors, comment ça marche? En mosaïque, souvent, un matériau nécessite un outil. Donc effectivement, on a des pinces qui sont dites universelles, donc notamment les pinces à molette qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Et donc, on peut utiliser ces pinces-là pour découper, mais il y a aussi la raclette du carreleur qu'on peut utiliser. La raclette du carreleur, hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un outil en fait avec une petite molette. Alors il y en a des manuels et puis il y en a des plus importantes en fonction de ce qu'on a à casser, à couper. Et ça permet de faire des coupes très droites parce qu'on a une petite molette et on va appuyer sur l'outil et le faire glisser et crisser un peu sur son carreau. Alors ça s'utilise principalement avec le carrelage et ensuite on a ça fait une espèce de petite pince, la petite molette vient se glisser sur la ligne et on appuie dessus et comme sur le côté sur le dessus de la pince, il y a deux petits morceaux de caoutchouc en biseau qui sont posés en diagonale, bien du coup ça plie le carreau et au niveau du trait, ça va le casser droit. Et on utilise aussi cette technique-là pour couper le verre, pour faire des coupes droites, mais aussi, on a aussi d'autres outils pour faire des coupes, faire une courbe, en fait, faire des courbes dans le verre. Et c'est le même principe, on a un coupe-verre, donc c'est un outil particulier avec une petite molette au bout. Il faut que la petite molette soit huilée pour que ça glisse bien. Et on fait crisser sur le verre en appuyant bien. Et on arrive à faire des courbes. Et ensuite, avec un ouvre-coupe, donc même principe que la petite raclette, là, on arrive à découper son verre en faisant des courbes. Mais les courbes, faut qu'elles soient relativement larges. On peut pas, c'est difficile de faire des coupes très, très serrées, des courbes très serrées. D'accord. Donc après, on utilise différents outils. Pour faire un petit rond, par exemple, on va faire un carré d'abord, et puis ensuite on va rogner avec d'autres pinces. On va avec la pince du mosaïste notamment, qui est une pince droite. On va rogner le tour pour arrondir, éventuellement meuler. C'est ce que j'allais dire. Tu peux polir ensuite, parce que du coup, le carré avec la pince que tu dis, ça va faire des petits crans. C'est ça. Et si on veut quelque chose de très uniforme, après, on peut utiliser une meuleuse. Une meuleuse à eau et pour le verre, pour les émaux, on peut utiliser ça, ouais. Ah bah là, ça te fait un travail de fou là derrière, parce que si tu dois à chaque fois polir... Il y a des pièces qui nécessitent ça. Je me souviens d'un plateau tournant que j'avais fait, il était tout noir et c'était un enchevêtrement de cercles. Mais là, c'était vraiment de la mosaïque, donc fait avec des petits carrés. Et chaque pièce était découpée en fonction du dessin que j'avais préparé. Et c'était un travail de fourmi et chaque pièce était passée à la meuleuse. Ça devait être long. Ah, très très long. je te le confirme, ouais. Alors, tu as quand même une particularité, c'est que toi, tu fabriques ce qu'on appelle les tesselles, c'est ça. Alors, ça, faut nous en parler, ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? L'envie d'associer la terre et la mosaïque. Donc c'est là où la terre en fait rentre dans ton cheminement. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es demandé ce que tu allais en faire au milieu de cette mosaïque et donc tu as transformé cette terre pour faire toi-même ton propre matériau premier pour la mosaïque, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comment tu fais? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai deux façons de travailler. De toute façon, je vais travailler à plat par rapport aux céramistes qui, eux, vont travailler en volume pour faire des vases, des assiettes, des tasses, etc. Moi, je travaille à plat. Donc, comme une pâte à tarte, en fait, j'utilise ma terre qui est à l'état argileux. Je vais placer des baguettes de niveau de chaque côté de ma terre. J'utilise un rouleau en bois, tel qu'un rouleau à pâtisserie, et je vais passer un premier coup sur ma terre,
en appuyant dessus. Je vais la retourner. Donc tu fais une plaque. Je vais faire une plaque. Et donc cette plaque, je vais pas pouvoir l'obtenir d'un seul coup. Souvent, je fais des plaques de 3 mm d'épaisseur. Donc je vais pas pouvoir l'obtenir d'un seul coup. Je vais utiliser un morceau de terre qui va faire peut-être 5 cm d'épaisseur. Je vais pas pouvoir passer en une seule fois de 5 cm à 3 mm. Donc, je vais passer un premier coup de rouleau, je vais retourner ma terre, parce qu'il faut pas que je la brutalise, ma terre non plus, parce que je vais pas dire que c'est une matière vivante, mais un peu quand même. Et donc, si j'ai envie qu'elle s'adapte à moi, ce que j'ai envie de faire, eh bien, faut que je lui fasse oublier la forme qu'elle avait à la base. Alors, ça paraît complètement dingue. Oui. Dit Là, comme ça paraît complètement dingue. Mais c'est ça. Là, on dit que la Terre a une mémoire de forme. Et si je prends pas le temps d'étaler une première fois, de la retourner. Donc après, je la descends à chaque fois de 3 mm, de la retourner, de repasser mon rouleau, de la retourner, alors à la fois recto-verso, mais aussi droite-gauche. À chaque fois, à chaque passage, comme ça, eh bien, elle risque de garder la mémoire de forme qu'elle avait au départ. Donc, c'était une boule, on va dire ça. Et du coup, au séchage, de rebiquer. Alors, rebiquer pour un tableau, moi, ça me pose pas de problème. Rebiquer pour un dessous de plat, c'est plus embêtant. Ça risque de faire... Et t'as déjà eu ce genre de cas? Ah oui. J'ai ce genre de cas, alors, si je fais pas bien attention. Et puis, si je veux être trop rapide. Dans le séchage. Il faut que le séchage soit lent. Et si je prends pas ces précautions-là, ma terre va rebiquer. Et donc après, si je m'en aperçois au moment du séchage, je peux recycler ma terre. Donc, l'argile est sèche, mais il suffit de la remettre dans l'eau et elle va se gorger d'eau et je vais pouvoir la récupérer. Et puis, si c'est après cuisson, eh bien, c'est poubelle ou alors on déforme l'objet initial et on essaye d'imaginer ce qu'on va en faire d'autre. Parce qu'après cuisson, du coup, il faudra la sauver, mais autrement, en fait. Tu peux pas la laisser je peux pas la recycler. Ouais, tu peux pas la... D'accord. Donc, soit il faut que je transforme... ce que je fais parfois, je fais des objets... si j'ai un dessous de plat qu'il a rebiqué, je vais m'en servir juste comme pour montrer ce que ça peut donner une fois fini. Parce que on parlera plus tard des kits, mais dans les kits de mosaïque sans outils sont présentés dans une boîte. Les gens ont besoin aussi de visualiser ce que ça peut donner. Donc, soit je m'en sers comme modèle de présentation, ou alors je le détourne et j'en fais un tableau, par exemple. Et donc, pour revenir à tes tesselles, ouais. Donc par rapport à tes plaques, ouais. Comment ça se passe? Alors après, une fois que j'ai fait ma plaque, je la laisse sécher un certain temps. Parce que si je la découpe directement, la terre va coller à mon couteau. Donc, je vais pas avoir une belle découpe. Donc, du coup, je la laisse sécher un certain temps. Alors, un certain temps, c'est plusieurs heures en général. Et puis ensuite, je vais découper mes pièces au couteau. Et une fois que mes pièces sont découpées, elles vont rester à sécher pendant plusieurs jours. Après le séchage, elles vont passer dans mes mains à nouveau. Alors là, elles sont hyper fragiles. Il faut que je sois très, très méticuleuse parce qu'il faut que je ponce toutes les petites ébardures qui ont pu se faire quand j'ai découpé la terre. Donc sur le bord, il va falloir que je ponce mes pièces et que je fasse très attention parce qu'elles cassent très, très facilement. Il suffit que je la serre. Elles font 3 mm d'épaisseur, c'est rien du tout. Il suffit que je serre un peu trop la pièce dans mes doigts et je la fais casser. Donc, il faut que je fasse très attention. Ensuite, elles vont passer au four en première cuisson, dans ce qu'on appelle le biscuit, pour évaporer complètement l'eau de la terre. Et là, il y en a pour 48 heures. Donc, 48 heures entre le moment où j'allume le four et le moment où je peux l'ouvrir. Il y a une montée en température qui est très lente. Et la montée en température dure à peu près 10 heures, mais je ne peux ouvrir le four qu'à partir du moment où la température intérieure est redescendue à la température ambiante. Pour éviter choc thermique, de risquer d'abîmer déjà les résistances de mon four et aussi que les pièces cassent avec le choc thermique. Il y a une sécurité de toute façon au niveau de ton four pour pas que tu l'ouvres comme ça? La sécurité, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est moi et le thermostat, la sonde intérieure du four qui me permet de savoir quelle température il fait à l'intérieur. Ça peut monter jusqu'à combien au degré? Mon four, il monte jusqu'à 1300 degrés. D'accord, donc ça, c'est la température de cuisson habituelle pour... Alors, ça dépend des terres. Ah oui, on n'a pas parlé des terres. On n'a pas parlé des terres, ouais.
Parce que je crois qu'il y a 3 types de terre, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en parler? Alors, il y a 3 types de terre. Une terre qu'on appelle basse température qui cuit à environ 900-1000 degrés. Donc, basse température, tout est relatif. Et 2 terres haute température qui cuisent jusqu'à 1300 degrés. Elle s'appelle comment cette terre? Donc, la première, la basse température, s'appelle la faïence, qui est la terre la plus facile à utiliser, la plus tolérante, et qui a l'avantage dans le commerce de proposer un maximum d'émaux de couleurs disponibles et très lumineuses, très sympa. C'est ce qu'on trouve souvent dans les magasins pour loisirs créatifs, Ouais, c'est des faïences. c'est ça, ce sont des faïences. Par contre, en loisirs créatifs, dans les magasins de loisirs créatifs tels que Cultura, par exemple, pour ne citer que, ou Rougier et Play, ils ne proposent pas d'émaux. C'est quoi qui Les émaux, c'est les couleurs. Parce que les émaux nécessitent une nouvelle cuisson. Et donc, pour un loisir créatif, hormis en atelier, où là, effectivement, les ateliers ont un four de potier, mais le particulier, le commun des mortels, il n'a pas de four de potier, ça coûte trop cher, quoi. Donc, c'est quoi qu'ils nous proposent dans ces Donc, magasins? ils proposent de la faïence pour faire des petites sculptures, des choses comme ça, mais elles ne seront pas cuites. Vous n'allez pas le particulier ne va pas pouvoir la faire cuire. Donc, elle va rester sèche, elle va sécher à l'air naturel, mais par contre, elle va rester très, très fragile, très cassante. Le moindre choc, elle va casser. D'accord, ok. Donc ça, c'est la faïence qui nous est proposée dans Dans les magasins. magasins de loisirs créatifs. Ma faïence, je la passe au four. Et donc, elle casse plus après, elle est solide. Alors évidemment, si on la fait tomber par terre, elle va casser. Oui, au bout C'est d'un moment, les chocs... comme une assiette, c'est pareil. Voilà. Mais donc la faïence, c'est la plus simple à utiliser. Après, on a le grès, qui est une terre. Donc la faïence est une terre naturelle. Le grès est une terre naturelle également. Le grès est une terre qui cuit à 1300 degrés. C'est principalement les potiers utilisent beaucoup le grès pour faire leurs objets utilitaires. C'est une terre qui est non gélive, contrairement à la faïence. Donc ça veut dire que on peut faire des numéros de rue, on peut faire des pots de fleurs en grès. S'ils sont cuits à 1300 degrés, la terre n'est plus poreuse après sa cuisson, elle s'est extrêmement resserrée et du coup, eh bien vous pouvez la laisser dehors, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que dans les magasins de jardinage, on vous propose, souvent il y a une étiquette qui vous propose des pots en terre, mais qui sont soit extérieurs, soit intérieurs. C'est parce que la terre n'est pas la même. D'accord. Souvent, ceux qui sont très colorés sont en faïence, ce qu'on appelle communément la terre cuite. D'accord, et tu as donc la 3e terre... Et la 3e, c'est la plus noble et la plus résistante, c'est la porcelaine, qui est une terre artificielle. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans la nature. Il a fallu la fabriquer et elle est composée de quartz, de feldspath et de kaolin pour les matériaux les plus essentiels. Et ensuite, chaque fabricant de porcelaine a sa petite recette. Oui, le fameux kaolin qui a été trouvé près de Limoges. Voilà. C'est ça, et Ouais. qui a permis de créer justement cette porcelaine de Limoges, qui est très réputée dans le monde entier, ouais, d'ailleurs. Hein. Donc toi, la porcelaine, c'est pas celle que tu... Alors, c'est pas ce que j'utilise pour les objets utilitaires parce que c'est un matériau qui coûte beaucoup plus cher à l'achat et beaucoup plus cher aussi à la cuisson puisqu'elle nécessite une cuisson à 1300 degrés où la faïence propose une cuisson à 980 degrés. Donc voilà, d'un point de vue économique, je l'utilise très peu, je ne l'utilise que dans ce que j'appelle mes produits nobles, c'est-à-dire ça va être mes bijoux et mes tableaux, voilà, essentiellement pour ces choses-là. D'accord, et tout le reste, c'est de la faïence Tout le reste, j'utilise la faïence, ouais. D'accord, et toi, t'as pas choisi le grès? Non, j'ai pas choisi le grès parce que les couleurs d'émaux sont souvent des bleus ciel, j'ai pas de couleurs vives et moi j'aime les couleurs vives, les couleurs qui pètent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs dans tes créations. Ouais, j'aime beaucoup. C'est agréable, ouais. J'aime beaucoup. Il faut que ce soit gai, il faut que ce soit lumineux. Donc moi j'utilise beaucoup plus la faïence dans ce que je propose. Tu as des colles? Quel style de colle tu as pour pouvoir coller tes mosaïques? Parce que là, il y a quand même tellement de matériaux. Oui. Peut-être que tu as des colles qui sont très différentes. Alors, après, tout dépend du support qu'on utilise.
Si on utilise un support bois, on va utiliser classiquement la colle à bois. C'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Après, la colle qui permet de tout coller, il y en a, enfin les colles qui permettent de tout coller, il y en a deux. Il y a la colle à carrelage et la colle silicone. La colle silicone, je l'aime pas trop parce qu'elle est visqueuse, elle colle au doigt, elle laisse. Si on a le malheur d'en mettre un petit peu sur les tesselles, elle va laisser cet aspect un peu gras, un peu collant, désagréable, et c'est très difficile de la nettoyer. Une fois qu'elle est sèche, on peut la nettoyer en grattant, mais au risque d'avoir des petites aspérités qui restent en surface. Donc la colle silicone, je l'utilise pas beaucoup. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est la colle à carrelage, parce qu'avec la colle à carrelage, je peux coller tout ce que je veux. Si j'ai envie de coller des pièces à la verticale, eh bien, je vais pouvoir le faire. Si je veux coller du marbre, des petits cailloux, des coquillages, eh bien, il n'y a pas de souci. Avec la colle à carrelage, je vais pouvoir le faire. Elle adhère un petit peu moins au bois, donc quand on l'utilise sur du bois, il faut bien appuyer, poser une première couche très fine sur le bois et bien appuyer dessus pour la faire adhérer. Et ensuite, on repose une couche un petit peu plus épaisse et là, on insère les pièces qu'on veut coller. Et c'est une colle qu'on peut utiliser à l'extérieur. Enfin, moi, c'est la colle que je préfère utiliser. Elle correspond mieux à ce que je veux faire, à mes besoins. On va parler un petit peu justement de tes produits. Alors, moi j'ai un coup de cœur pour les animoses. J'ai vu Henriette. On va parler d'Henriette un petit peu, mais Henriette, on va dire que elle est déjà née. Il y a déjà toute une histoire avant Henriette. J'aimerais qu'on en parle parce que je trouve que tes animoses sont quand même très particuliers et je trouve quand même que c'est vraiment ta patte. Tu peux nous en parler un petit peu de tes animoses avec Gustave? Alors, mes animoses. La naissance des animoses, c'est vraiment un truc bizarre. Oui, c'est à toi. Hein. Ouais. C'est vraiment bizarre. J'avais découpé une planche de bois, donc à la scie sauteuse. J'avais découpé une planche de bois pour faire un miroir biscornu. Et puis, il me restait des chutes de bois. Et j'ai gardé mes chutes. Il y en avait une qui me parlait. Je me disais, celle-là, faut pas que je l'achète parce que il y a quelque chose. Je sais pas quoi en faire, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Donc, je la laisse de côté. Puis, régulièrement, je la ressortais et j'essayais, je la tournais dans un sens, dans l'autre. Et je me disais, tiens, à quoi ça me fait penser? Et un jour, j'ai eu un flash. Et je regarde cette chute de bois. Je me dis, oh, on dirait une tête de chat. Et puis, j'avais ma petite voisine, qui était pas si petite que ça d'ailleurs, et j'avais ma voisine qui me suivait depuis mes débuts, et qui était une amie, et je lui envoie la photo, et je lui dis, à quoi ça te fait penser? Et elle me dit, oh, ça me fait penser à une tête de chat. Bingo. Allez, 2. Je dis, bon, c'est une tête de chat. Et à partir de là, j'en ai fait une patère. Et cette patère-chat, elle avait un chat qui s'appelait Gustave, qui était un vrai voyou. Et cette patère-chat, je l'ai appelée Gustave. Donc, je lui avais fait un petit trou au niveau du cou pour qu'on puisse la fixer au mur. Puis ce petit trou, c'était pas très joli. Alors, je lui avais fait un nœud papillon pour cacher la vis. Et je lui avais fait des moustaches un petit peu enroulées avec des morceaux de fil de fer, des yeux un petit peu globuleux. Enfin bref, voilà, Gustave. C'était Gustave. Et derrière Gustave, je me suis dit, je vais lui faire des copains à Gustave parce qu'il va se sentir un peu seul dans cet atelier. Donc j'ai fait d'autres chats, j'ai fait des chiens, et puis un jour j'ai fait un lion aussi avec un ventre un peu plus gros pour pouvoir mettre 2 crochets sur la patère parce que Gustave avait juste un crochet. Et puis un jour, Gustave, il s'est transformé. Je lui ai fait un énorme ventre et j'ai mis plein de petits crochets. Il mangeait bien, Gustave. Ouais. C'était un frère de Gustave. Voilà. C'était comment je l'avais appelé lui je sais plus. Ah, ça me revient plus. Balthazar. Balthazar, il avait un œil en haut, un œil en bas, Balthazar. Et du coup, voilà. La ménagerie s'est étendue et puis un jour, une poule, Henriette, qui est arrivée. Alors, il y a eu Henriette, il y a eu Octave, enfin, il y a eu différentes poules. Et la dernière, là, bon, c'est toujours Henriette. Et du coup, Henriette, c'est une ardoise pense-bête. Et
Et en fait, les prénoms, l'histoire des prénoms, c'est parce que, bon, il y a eu Gustave, le premier, puis après, je me suis dit, oh, mais il faut que je leur donne des prénoms quand même, c'est sympa. Donc, j'ai cherché des vieux prénoms qui étaient jolis, que j'aimais bien. Et donc, du coup, il y a eu Léonie, il y a eu Urbain, il y a eu Valentine. Ah, il y a Valentine, la vache, Valentine. Ah, la vache, qui était une ardoise ou... Qui est une ardoise qui est aussi. une ardoise, ouais. Voilà, il y en a eu différents comme ça. On m'a commandé des chiens aussi. Et donc, j'ai toute une petite liste de noms à leur donner. Donc, juste pour décrire vraiment, donc c'est une ardoise, c'est en fait qui est au cœur. Oui. Voilà, et tout autour, en fait, t'as fait la poule qui tient complètement l'ardoise. Et c'est le ventre de la poule où il y a l'ardoise qui est au milieu. C'est ça. Voilà. Et le tour, ce sont des petites plumes oranges que j'ai découpées à main levée. Donc, il n'y en a pas deux pareilles. J'ai pas utilisé d'emporte-pièce. Et donc, la tête est en grès cérame. Donc, ça, c'est un matériau industriel. Le seul que j'utilise encore. Et donc, c'est un matériau mat. Et donc, vient trancher. La crête qui est rouge est texturée avec de la dentelle. Et puis, son bec jaune. Et ses deux yeux un peu globuleux. Et elle a des... Je sais pas si tu as vu, elle a des fossiles. Ah non, j'ai pas vu. T'as pas vu. Mais non, mais parce que dans les salons, en fait, elles sont un peu retirées vers l'arrière. Oui. Et je pense que c'est vraiment des pièces où il faut mettre le nez dessus pour vraiment voir tous les détails. Ouais, mais moi, ce que j'aime dans ces pièces-là, c'est qu'elles ont vraiment une âme, elles ont vraiment une histoire. Oui. Là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment de l'artisanat d'art dans le sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on crée une histoire. L'objet a une histoire, l'objet a un nom, l'objet a quelque chose. C'est pas quelque chose de lambda qui sort de n'importe où. C'est pour ça que j'aime beaucoup tes animoses. Alors, mon souci des animaux, c'est que j'utilise un ruban en aluminium texturé pour les encadrer. Et mon fournisseur a mis la clé sous la porte et je n'en trouve plus depuis plusieurs années. Donc, il me reste, je crois qu'il me reste 5 mètres de ruban. Et donc, les animaux, après, je pense qu'ils disparaîtront, malheureusement. T'as pas de plan B? J'ai pas de plan B pour l'instant. Ça fait plusieurs années, régulièrement, je cherche. J'ai envoyé un mail au fournisseur en lui demandant où est-ce qu'il s'approvisionnait, etc. Et s'il pouvait me donner son contact. J'ai pas eu de retour, donc il faut que je trouve un autre moyen de les encadrer, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Bon, Henriette, on sait pas si elle va faire des petits poussins, alors. Pour l'instant, Henriette, elle est avec Valentine, avec la vache. Donc, elles s'entendent bien. Et donc, ça va pas trop mal. Ouais, non, ça va bien. Elles s'entendent bien. C'est bien. Alors, à part ces produits-là, tu fais vraiment des objets du quotidien. Oui. J'ai vu aussi des miroirs que tu encadres qui sont quand même magnifiques. Merci. J'en ai un en tête, c'est un miroir avec... c'est vert. Oui. La faïence, elle est verte. La faïence est vert sapin et dedans, il y a des cristaux qui donnent des effets un petit peu dorés dans la pièce. Et du coup, ça donne un joli effet. Ça fait un beau miroir. Ça fait un très beau miroir, oui. Et mes miroirs, donc j'achète des miroirs carrés rectangulaires et je les redécoupe. Parce que j'aime bien le miroir en lui-même, la pièce est carrée ou rectangulaire, mais j'aime beaucoup découper mon miroir à l'intérieur de façon à ce qu'il ait une forme originale. Et autour, je crée la mosaïque et qui est évidemment une pièce unique parce que j'aurai pas 2 fois la même découpe du miroir. Et je récupère aussi, quand j'ai des amis qui ont des gros miroirs qui cassent dans un déménagement, je récupère aussi... Les miroirs pour les adapter dans mes mosaïques, ouais. Tu fais quoi d'autre comme objet du quotidien? J'avais vu des plateaux aussi. Je fais des plateaux, ouais. Objet du quotidien, c'est essentiellement ça. Miroir, ça peut être des dessous de plat et des plateaux. Oui, en dessous de plat, c'est bien parce que du coup, tu as la robustesse. Quand c'est cuit, tu as la robustesse, tu as tout ce qu'il faut en fin de compte. Et puis, c'est un objet à la fois utilitaire et décoratif. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas qu'un objet, d'artisanat qu'on va mettre en exposition. Voilà. Le dessous de plat, vous l'avez tous les jours sur la table et on s'en sert en utilitaire pour poser sa casserole dessus, mais aussi... c'est l'objet décoratif qui va décorer la table. S'il n'y a pas de nappe, on pose le dessous de plat, tout de suite, ça habille. Ça habille, oui. T'as d'autres choses en objet de quotidien ou pas?
Non, pour l'instant, non, j'ai que ça. Alors ensuite, tu fais des boucles d'oreilles. C'est de la porcelaine, c'est ça, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure? Ouais. On est d'accord, c'est de la porcelaine, c'est comme des fleurs. C'est ça. En fait, souvent, mes bijoux naissent, je suis en train de créer quelque chose. J'ai une idée qui émerge. Des fois, c'est simplement en prenant mon petit déjeuner le matin, d'un seul coup, j'ai une idée. Et là, en fait, c'est parti d'une idée de tableau. J'avais envie d'un tableau végétal et donc j'ai découpé des pièces de porcelaine. Je les ai imprimées j'ai utilisé une empreinte que j'avais fait au départ. Alors au départ, c'était dans de la pâte Fimo. Et puis j'avais envie de texture comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit ah tiens, mais si je transforme ça en fleurs. Donc c'est devenu j'ai fait des empreintes un peu plus grosses. Et puis j'ai bougé le cercle que j'avais découpé. Déjà, je l'ai texturé à la main pour l'affiner. Et puis après, je l'ai modelé pour qu'il ait une forme originale, comme si c'était dans la nature un coup de vent. Les pétales vont la fleur, elle va prendre une forme là. Tu sens le vent qui souffle dans la fleur. Et j'ai essayé de reproduire la même chose dans ma porcelaine. Et puis, c'est une amie bijoutière, en voyant mes tableaux, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas des bijoux comme ça ?» Et ça m'était pas venu à l'idée parce que j'étais dans ma tête, j'étais en train de faire un petit jardin. Et le jardin, il était sur un tableau. Et donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Au début, j'étais pas convaincue. Puis j'ai fait quelques essais. Je me suis dit ah bah oui, ça rend super bien, c'est super joli. Et donc du c'est coup, comme ça que tu as pris la voie de faire des bijoux. Voilà, les fleurs sont nées comme ça. C'est cette année que tu as créé ça? Oui. Tu vas créer d'autres styles de bijoux ou... Alors, je pense oui, mais il faut que l'idée émerge. Oui, tu es en train de réfléchir, c'est ça, pour avoir d'autres choses. Oui, mais pour que ça reste, j'aime beaucoup la porcelaine blanche, brute, pas émaillée. Je trouve que c'est la porcelaine dans son état pas naturel, puisqu'elle est à l'état argileuse quand je la travaille, mais je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose que, quand elle est brute, qu'elle est pas émaillée, je la trouve somptueuse, quoi. Je la trouve, c'est là où je la trouve la plus belle, parce qu'elle est la plus naturelle. Ouais. Elle est pas, je la déforme pas par des couleurs. Elle est dans son état la plus pure. Et d'un point de vue fragilité, la porcelaine, c'est la terre la moins fragile. Donc c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Non. C'est la moins fragile de toutes. Par contre, évidemment, si on la fait tomber sur le carrelage, c'est comme l'assiette du service de grand-mère. On ne fait pas tomber les assiettes de mamie. Non, on ne fait pas tomber les assiettes de mamie. D'accord. Et les derniers produits que tu as, c'est les kits de mosaïque. Tu en as parlé juste avant. Un petit peu, alors, c'est toi qui les crées de A à Z. De A à Z, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Par exemple, si moi... C'est pour moi, c'est pour des gens qui débutent, qui savent pas... C'est pour des gens qui ont envie de découvrir l'activité, qui n'ont pas envie d'acheter des outils, des matériaux, qui savent pas où aller. C'est l'angoisse de la page blanche, en fait, qui savent pas où aller, mais qui ont envie de découvrir l'activité. Et du coup, ça s'adresse à tout le monde, à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans et après. Il y a deux formules de kit, soit les puzzles, donc avec des pièces qui sont découpées, émaillées, et on reproduit le dessin que j'ai imaginé au départ. Donc dans le kit, on va trouver le support, on va trouver les explications, l'accès à la chaîne YouTube pour voir les petites vidéos, pour voir comment procéder pour la pose, pour la colle, pour le joint. Donc ils sont guidés. Voilà, ils sont guidés par les vidéos et par les explications écrites, mais les explications écrites, des fois, c'est un peu rébarbatif. Donc les explications visuelles, ça parle mieux. Il y a des petites vidéos qui doivent durer, je sais pas, peut-être 10 minutes ou 5 minutes peut-être, je me souviens plus. Et du coup, ensuite, on a les pièces, bien évidemment, on a la colle, on a le joint. Et puis on peut se lancer. Donc comme besoin à côté, on a besoin d'un pot de yaourt, d'une petite cuillère. On va avoir besoin de petits gants en caoutchouc pour quand on va poser le joint, pour pas s'en mettre plein les mains.
de papier journal ou de plastique pour protéger son plan de travail. Donc des choses qu'on a à la maison finalement. Et donc il y a ces formules avec le puzzle, donc le dessin imposé. Et puis en 2020, à grand renfort de Covid, j'avais besoin de liberté, donc j'ai créé les kits en liberté, qui sont des kits qui sont proposés alors toujours avec le même concept, avec tout le matériel à l'intérieur, mais par contre les pièces, il n'y a pas de dessin imposé, donc je fais plein de pièces et ensuite la personne les agence comme elle en a envie. Donc tu fais vraiment 2 niveaux, vraiment Oui. le niveau initiation où je veux commencer à regarder un petit peu ce que c'est, Oui. et le niveau initiation plus création. Oui, et ensuite, il y a à l'intérieur de ces kits, donc il y a des kits avec de la colle à bois pour les plus simples, des kits avec de la colle à carrelage qui sont un petit peu plus difficiles, donc qui permettent de s'initier à la colle à carrelage. Et ensuite, l'idée de ces kits, c'est de mettre la main dedans et après d'avoir envie de se lancer. Et comme je disais tout à l'heure, avec la colle à carrelage, on peut se faire un tableau avec des coquillages qu'on a ramassés sur la plage, avec du bois flotté, etc. Et ça ouvre le champ des possibles. Et d'autres aussi que je propose avec une première pose sur filet. Et donc ça permet, quand on veut travailler à l'extérieur, se faire une fresque, une plaque de rue, on fait une première pose sur filet à l'intérieur, au chaud, chez soi, et puis une fois que c'est définitif, que c'est beau, eh bien on va poser son filet à l'extérieur. Et donc ça, j'essaye d'apporter des touches pédagogiques dans mes kits pour que les gens apprennent quelque chose, qu'ils aient, c'est le but, qu'ils aient la possibilité d'aller plus loin après par eux-mêmes. Parce qu'on oublie que les loisirs créatifs, ce qu'on vend dans les magasins, on est sans filet, quoi. C'est-à-dire que là, on achète des choses, on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas comment on y va. Ouais. Donc là, c'est vraiment tu guides. Oui. Et ça faisait très très longtemps que je voulais faire des kits. Ça m'est venu, mais il y a longtemps, quand je travaillais le verre, l'ardoise, etc. Et je voulais vraiment faire des kits sans outils. Et je n'y arrivais pas. Et c'est un jour où j'étais en train d'assembler un puzzle, donc une mosaïque puzzle, où je me suis dit, mais attends, mais ce que tu es en train de faire là, c'était un dessous de plat avec un chat, enfin bref, et je me suis dit, mais ce que tu es en train de faire là, tu peux peut-être le proposer en kit. Et c'est venu comme ça. Et au départ, c'était des petits carrés de 10 cm sur 10, dont je faisais l'encadrement, etc. J'ai fait tester à des copines, et parce qu'il fallait aussi qu'elles testent les explications. Donc au début, c'était « mais dis-moi comment je fais ça ?» Non, tu te débrouilles, regarde les explications, et moi, je prends note des difficultés que tu rencontres pour, tu l'as fait tester. Pour peaufiner mes explications. Et puis après, il y a eu les vidéos en 2020. Bah oui, avec le Covid, j'ai eu plus de temps pour faire ça, quoi. Ouais. Et c'était quoi le plus beau projet que tu as fait ? Je crois que tu avais une frise dans ta salle de bain. J'ai 3 projets. J'ai travaillé sur 3 projets superbes. Le premier, c'est ma frise de salle de bain. Ouais. En verre Albertini, justement. On refaisait la salle de bain, et donc j'ai demandé, on avait trouvé des carreaux blanc mat. Moi j'aime bien le mat et le brillant, le contraste, j'aime bien ça. Et on avait des carreaux mat, et les carreaux ils s'appelaient pixels, et en fait il y avait des petits carreaux qui ressortaient en relief comme des pixels. Et du coup, j'ai fait la frise de la salle de bain en faisant des carreaux comme ça, des carrés, rectangles, en les assemblant, etc. Et j'ai fait 7 mètres de frise. 7 mètres de frise. Ouais, ça m'a occupé un petit moment. Je veux bien te croire. Donc je l'ai posé... j'ai fait ça en méthode inversée, donc j'ai suivi les conseils de Madame Albertini, et qui m'a conseillé de faire une pose inversée. Alors la pose inversée, on prend du papier craft, on va poser la belle face du verre sur le papier craft. On va faire une première pose comme ça, avec de la colle à farine. Alors je ne me souviens plus de la recette, mais voilà, une pose temporaire comme ça, et ensuite on va faire sa pose définitive sur le mur. Et une fois que la pose est faite, on va décoller le papier craft. Et ensuite, on va poser le joint pour finir. Alors ça, j'avais jamais entendu parler de cette méthode. C'est ce qui s'appelle la méthode inversée. Et alors, c'est à faire, mais par exemple, on parlait tout à l'heure en aparté des émaux de Briard. L'inconvénient des émaux de Briard, c'est que le dessous est blanc.
Donc si on veut faire une pose en émaux de Briard, une pose inversée en émaux de Briard, en fait on ne voit pas du tout son motif, parce qu'on ne voit pas les couleurs, puisque la belle face, la face colorée, elle est contre le papier craft. Donc on est obligé d'utiliser soit du verre, soit des pâtes de verre, enfin voilà, des matériaux dont on peut voir la couleur, du marbre, de l'ardoise, puisque voilà, dont on voit la couleur, parce que sinon c'est très très compliqué. Sinon la mosaïque est toute blanche, donc on n'a aucune visibilité, à moins de faire ça sur une table en verre et de se mettre en dessous pour regarder, mais Ouais, tu t'en sors pas, quoi. c'est assez compliqué. D'accord, donc la frise de salle de bain. Donc ça, c'était la frise de salle de bain. Et puis ensuite, on m'a commandé un tableau sur le thème de la mer. Alors là, c'était très compliqué parce qu'en fait, j'avais quartier libre. Et je ne voulais pas... j'avais peur de décevoir mes clients. Ah, c'est toujours ça, le quartier libre, c'est quitte ou double. Hein. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que j'avais envie de faire. Je leur ai fait un croquis, je leur ai expliqué. Il t'avait demandé quoi? Il t'avait demandé Ils voulaient que un la tableau mer. sur le thème de la mer. Point, il t'avait donné aucune instruction. Piste. Non, aucune piste. Donc tu aurais pu aucune faire un instruction. dauphin, un poulpe. Voilà. Ceci dit, bon, dessin poulpe, c'est pas trop mon truc. Dauphin poulpe, pardon, c'est pas trop mon truc. Donc, ils avaient peu de chance de tomber là-dessus. Ils avaient vu ils savaient ce que je faisais. Et j'avais quartier libre. Et donc, du coup, je leur ai fait un grand tableau parce qu'ils avaient un assez grand espace. Au départ, c'était pour mettre sur un comptoir. Ils avaient dans une cuisine ouverte et un comptoir. Ils voulaient mettre le tableau sur le comptoir pour décorer le mur du comptoir. Donc, j'avais un assez grand espace. Donc, je leur ai fait un grand tableau, un paysage vu du ciel. Et donc je leur ai envoyé des photos. Alors c'est ça qui est assez génial, c'est que j'envoie toujours des photos aux clients pour qu'ils voient l'avancée du tableau, etc. Et en fait, les photos, elles rendent pas du tout la mosaïque. Et c'est l'effet waouh. Quand le client découvre ce que j'ai fait pour lui, c'est l'effet waouh, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Du coup, ce tableau, ils ne l'ont absolument pas mis là où ils avaient prévu de le mettre. Ils l'ont mis en évidence au-dessus d'un buffet. Il y a le soleil qui vient se refléter dedans et avec les émaux Albertini, mais je te garantis que ça a un effet, c'est magnifique, magnifique. En plus, le soleil tourne, l'éclairage est jamais le même, c'est super joli. Donc c'est celui-là, il t'a demandé des difficultés ce tableau ou pas? Alors surtout des difficultés au niveau de la conception, parce que j'ai fait des îles. En fait, j'ai récupéré du schiste quand je suis allée en Ardèche. J'ai ramassé du schiste, donc après j'ai cassé le schiste j'ai fait une colline, j'ai inséré des tout petits morceaux de verre pour imaginer la bruyère, parce qu'ils sont en Bretagne, donc pour imaginer la bruyère. Après j'ai fait la mer, j'ai créé une île, et mon mari a fait beaucoup de voiles, on a des bouquins de voiles, et je me suis beaucoup inspirée des bouquins de voiles pour les courants. Parce que je voulais dessiner des courants autour de ces îles et avec un effet profondeur. Donc, il fallait que j'utilise des verres de couleurs différentes. Et j'ai beaucoup travaillé sur les courants. Et ça m'a demandé pas mal de travail. Tu te souviens du temps que tu as mis sur ce tableau? Non. Un gouffre à temps? Ah oui, complètement. Je crois qu'il a été dans l'atelier pendant plus de 3 mois. Et je parle pas de la conception après, de tout ce qui était en amont, trouver ce que j'allais leur faire. Oui, ça prend du temps de trouver des idées. Hein. Alors quand un client arrive avec une idée, c'est plus facile. Après, faut s'adapter à son idée, faut l'écouter, on fait le choix des dessins, des couleurs, etc. Mais là, quartier libre, c'était à la fois génial, mais en même temps. J'avais peur qu'il soit déçu, quoi, parce qu'un tableau comme ça représentait une certaine somme, donc mais quand ils l'ont vu, l'effet waouh, et tu vois les étoiles dans les yeux, c'est waouh, trop génial. J'ai réussi. Et ce tableau, quand je l'ai encadré, mais j'en ai pleuré. Même encore maintenant, tu vois. Je l'ai mis sur son fond, j'ai dit oh wow, mais qu'est-ce qu'il est beau. T'avais presque envie de le garder? Non, parce que j'aurais pas su où le mettre. Et puis, je l'avais pas fait pour moi, mais l'effet waouh, mais j'ai dit, il est magnifique, quoi. J'étais super fière de moi. Ah bah, ça se voit. Mais tant mieux. Alors justement, on va parler de quelque chose qui est un peu plus compliqué, c'est rémunérer
tout ce travail parce que, au-delà du fait, l'argent, c'est notre gros problème à nous, les artisans d'art. Carrément, oui. Et c'est vrai qu'en parlant avec toi, on va reparler des animaux où toi, tu les vendais, mais... Une queue de cerise, ouais. Une queue de cerise, si tu veux, on prend la queue de cerise. Et à un moment donné, tu as réfléchi là-dessus. Ouais. Et tu t'es dit, c'est plus possible. J'aimerais vraiment que tu puisses en parler et nous dire ta réflexion que tu as eue au niveau de l'argent par rapport à tes créations. Alors, en fait, pendant le Covid, j'ai eu le temps de suivre des webinaires qui étaient proposés soit par la Chambre des métiers, soit par des créateurs qui avaient eux-mêmes réfléchi sur ce problème-là. Et en fait, mes animaux, elles partaient comme des petits pains. Et c'était bien, mais j'avais pas le temps d'en créer, en fait. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et puis, quand j'étais en exposition, en salon, souvent, les autres artisans me disaient, mais tes pièces, tu les vends pas assez cher. Oui, mais bon, comment je fixe mon prix, moi? Je peux pas, ça me prend tellement de temps, je peux pas fixer un prix à l'heure, quoi. Et donc, du coup, j'ai suivi un webinaire qui était assez intéressant. Le gars nous expliquait qu'il fallait partir du montant qu'on voulait gagner tous les mois. C'est-à-dire, on se fixe son salaire. De son salaire, on va ajouter ses charges. Donc l'URSSAF, l'électricité, l'assurance, les salons, les matériaux. On rajoute tout ça. Et donc, ça nous donne un montant de base. Et de ce montant de base, ensuite, on va le multiplier par 12. Parce que ce montant de base, ces charges, elles vont être déduites de notre salaire brut. Et donc, le salaire qu'on veut gagner, il faut qu'il soit rentabilisé. Et donc, ensuite, ce montant, on va le multiplier par 12. C'est l'argent dont on a besoin chaque mois, à la fois pour vivre, mais aussi pour payer ces charges. Et ce montant, on va le multiplier par 12. Et ensuite, on sait qu'on va pas travailler 12 mois de l'année. On a des congés. Et donc, ce montant multiplié par 12, on allait le diviser par, admettons, 10 mois et demi. Et parce qu'on va aussi poser des congés, etc. Et de ce montant de 10 mois et demi, il fallait le diviser par le prix moyen de ses créations. Donc moi, mes animaux étaient à 50 €, n'est-ce pas? Et en divisant le prix moyen, ça me donnait le nombre de pièces qu'il fallait que je vende par mois travaillé. Et donc, il fallait que je vende, à mon niveau, il fallait que je vende 46 pièces par mois travaillées. Donc, beaucoup, c'est quasiment 2 par jour. Parce normalement, on travaille que 5 jours par semaine, ça fait 2 par jour. C'est ça. 2 animaux par jour. Par jour. Eh ben. Sachant que j'expose pas tous les jours de l'année. Donc, là, je me suis dit, il y a un problème. Et ces 46 pièces par mois, je les divisais par semaine. Et ça me donnait le nombre de pièces qu'il fallait que je fabrique. Que je fabrique. Pour pouvoir vendre ces 46 pièces. Et j'en étais arrivée qu'il fallait que je travaille sur une semaine de 5 jours, 23 heures par jour. 23 heures par jour? Oui. Sur 24? Oui. Donc, tu dors pas? Donc, je dors pas. Et puis, t'as plus de boulot? J'ai dit, il y a un problème. Oui, voilà. Il y a un problème. Et donc, il nous disait, concrètement, si vous trouvez dans votre calcul qu'il y a un problème, c'est que vous vendez pas assez cher. Et donc là, remise en question. Autre webinaire que je suis par la Chambre des métiers qui me dit concrètement que sur 100% de travail accompli, de temps de travail, on a 20% de création et le reste, c'est que de l'administratif, de la vente, préparation de salon, etc., etc. Et là, on se dit, waouh, mais je dois créer mes 46 pièces sur 20% de mon temps, mais là, non, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est tes 23 heures qui sont, en fait, 20% de ta création. T'as 80%. T'as des journées de quoi, d'une semaine? C'est pas possible. Donc, il y a un problème. Donc, il y avait un gros problème. Donc j'ai revu mes prix. Alors comme tout artisan, fixer son prix c'est très compliqué. On doute énormément et tout le temps. Et la première exposition que j'ai faite, donc déjà les kits que je vendais 15 €, ils sont passés à 30. Et là
j'étais morte de trouille. Je me suis dit, c'est pas possible, les gens vont pas les acheter, ça va être beaucoup trop cher. Au secours, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, tous les kits partaient parce qu'en fait, les gens trouvaient le concept génial, trouvaient que les dessins étaient super chouettes et voilà. Et du coup, les gens partaient, les kits partaient. Et alors, pour les animaux, elles partent un peu moins, mais je considère que je perds moins d'argent en les vendant à aujourd'hui. Oui, au bout d'un moment, il faut savoir aussi rémunérer ses heures sans pour autant rémunérer à trop fort. Et puis je dévalorisais mon travail. C'est ça. En fait, je fixais mon prix. C'est une amie qui m'a fait comprendre ça aussi. Je fixais mon prix en me disant, mais à ton avis, combien les gens sont prêts à mettre pour t'acheter ce produit-là? Et ma copine m'a dit, mais t'as tout faux. Quand elle m'a fait prendre conscience de ça, elle me dit, non, tu dévalorises ton travail. Voilà. Quelle valeur tu donnes à ton travail si tu te fais payer 3 € de l'heure? Est-ce que tu accepterais d'aller travailler pour un patron pour 3 € de l'heure? Bah non. Bah alors pourquoi tu le fais pour toi? En fait, tu te martyrises. Mais elle me dit, ça va pas. Mais cette démarche-là, elle a pris un paquet d'années. Hein. Mais tous les artisans d'art sont exactement dans ce même problème. Il y a beaucoup de gens qui dévalorisent pour essayer de payer au moins les stands, ce genre de choses. C'est ça. Mais en fin de compte, on ferme rapidement. Au bout de 2 ans, on ferme parce qu'on ne tient pas la route, en fait. Et la Chambre des métiers nous expliquait pendant ce webinaire que si on vend pas à un endroit, c'est pas grave. C'est qu'on n'a pas notre clientèle à cet endroit-là. Et on ne peut pas jouer de la concurrence avec Action ou Amazon, etc. On ne fait pas de la grande distribution, on travaille sur de la pièce unique, on n'est pas dans du bas de gamme, on est au minimum dans du moyenne gamme, voire du haut de gamme. Oui. Et on fait de la pièce unique. On ne peut pas rivaliser avec ces chaînes de grande distribution, ce n'est pas possible. Moi, quand j'entends un gamin adolescent qui me dit, qui voit une céramiste qui vend une tasse en porcelaine à 20 € et qui me dit c'est cher, alors j'essaye toujours de lui expliquer c'est cher par rapport à quoi? Par rapport à Action. C'est ça. Par rapport à Action, effectivement, c'est cher. Mais est-ce que tu sais combien de temps elle met, la céramiste qui est en face de toi, pour fabriquer cette pièce-là? Il y a ça, puis même, c'est pas le même produit. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils prennent un produit manufacturé qui est fait à l'autre bout de la planète avec un produit français et unique. Donc, en fait, ils sont en train de confronter deux idées qui ne s'assemblent pas. Même si c'est pas unique, hein, parce que les céramistes, en général, ils font des séries. Moi, je vois, j'ai craqué l'année dernière pour 2 petites tasses d'une céramiste. Elle en fait plusieurs. C'est normal. Elle a une forme. Quand elle va en faire une 50aine, peut-être. C'est pas de la pièce unique, mais ça a une valeur, ça a une forme originale. Ça a une valeur. Et ça, il faut toujours le dire dans l'artisanat d'art, c'est qu'il y a une valeur sur nos produits. C'est pas des produits c'est pas des produits lambda et qu'on met à la poubelle. Ça, on les met pas à la poubelle. Tout le reste, on le met à la poubelle, mais pas ça. Généralement, on le laisse. Juste pour terminer, pour toi, ça t'a donné quoi cette voix par rapport à ton métier, parce que tu as un métier qui est à part. Elle t'a nourri comment? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette voix? Alors moi, ça m'apporte un équilibre. Moi, j'ai un besoin viscéral de créer. C'est en moi, j'ai besoin de ça. Et ce que ça m'a apporté, c'est des rencontres extraordinaires. J'ai un réseau de connaissances, d'artisans auxquels je peux faire appel si j'ai besoin comme Virginie par exemple, pour refaire une reliure, j'ai un réseau autour de moi et je peux passer des contacts, des gens qui me disent j'ai un problème avec un meuble par exemple, j'ai un meuble à faire restaurer, mais j'ai un contact pour toi, voilà, parce qu'en fait on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, on est reliés les uns aux autres, et on est complémentaires. Alors, complémentaire, je sais pas. Pour certaines choses, oui. Mais en tout cas, on est reliés, on est tous dans le même bateau. Et il y a énormément de bienveillance entre nous. Et on est toujours, les uns et les autres sont toujours prêts à s'aider mutuellement. Notamment pour des problèmes de prix, par exemple, pour des problèmes de stand, parce que parfois on présente son stand et puis ce jour-là on n'est pas inspiré, on fait un truc qui clash pas, qui est pas attirant, et puis il y a toujours les voisines qui disent dis donc, si tu mettais ça ici plutôt que là, essaye, tu vas voir.
Et il y a toujours, et c'est toujours dans la bienveillance. Même s'il y a des critiques, c'est toujours dans la bienveillance. Merci Isabelle pour toutes ces réponses sur ton métier. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te joindre? Tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet qui est lepetitatelierDisa.fr. J'ai une page Facebook aussi, sous le même nom, Le Petit Atelier d'Isa, un compte Instagram, pareil. Sinon, j'ai une adresse mail où vous pouvez me contacter, qui est isa.lepetitatelier tout attaché, @gmail.com. Merci Isabelle. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Vous retrouverez toutes les coordonnées d'Isabelle dans la barre de description sous la vidéo YouTube et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Vissou. Rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Merci.